Enima, comment vas-tu? Je vais très bien et toi, Bon, Mehdi? très bien. Je suis content qu'on arrive enfin à se voir parce qu'on a fait des interviews, mais Hors jamais caméra. en face à face. Jamais devant une caméra. Au téléphone à chaque fois, Ouais. parce que t'étais loin, etc. Donc là, on peut enfin se capter, donc ça me fait Finalement, plaisir ça déjà. fait plaisir, merci beaucoup. Je pense que c'est bien qu'on parle de toi parce qu'il y a plein de sujets à aborder et tu représentes un peu pas mal de choses, je pense, du rap actuel dans la musique que tu fais, d'où tu viens, ce que tu racontes et le parcours que tu as eu aussi, qui est un parcours atypique, en vrai. On va te présenter souvent comme un rappeur, évidemment, canadien, issu de Montréal, mais t'as pas passé ta vie là-bas, t'as beaucoup bougé. Déjà, t'es né en Algérie et t'as vécu les premières années de ta vie en Algérie. Ouais. Quels souvenirs t'as et comment tu te retrouves finalement à émigrer à Montréal? J'ai beaucoup de souvenirs, Ouais, tu t'en souviens bien? Ouais, je m'en souviens très très bien. Surtout l'école. Surtout l'école parce que ma mère, je me rappelle, qui était ma professeure de français. Ah, ta mère était ta prof? Ouais, Ok. donc elle m'amenait le matin pour aller à l'école et c'était elle ma professeure. D'ailleurs, salut à elle, elle était plus dure avec moi qu'avec les autres élèves. C'est comme un entraîneur de foot, tu sais, il est plus dur avec son fils quand il est dans l'équipe Ouais, que... Exactement. Et beaucoup mes grands-parents parce que je passais vraiment la majorité de mon temps chez eux. Mes grands-parents paternels. Ok. Mais j'ai pas d'enfance un peu que je pourrais décrire que j'ai des moments difficiles. Ouais, c'était... Ouais, heureux. Ouais, Ouais. et si je me souviens bien, moi je suis né en 93, ça veut dire que c'était la fin de la décennie noire. Ouais. Mais jusqu'à plus tard, j'ai pas l'as pas ressenti. j'ai pas de ressenti de ça. Je crois qu'on m'a pas mis face à ça. Ouais, bah, t'étais petit, quand pour j'étais protéger jeune, tes parents aussi. On m'a protégé beaucoup de ça. Et mon père, qui a toujours eu une mentalité un peu ouverte vers le monde, m'a toujours mis dans la tête, en fait, on part au Canada. Ok. On sait pas quand exactement, mais on change de vie. C'était le plan? Ouais, c'est le plan Ok. ultime, c'était notre but familial. En vrai, depuis petit, je l'entendais et que mon père a travaillé très fort dessus, surtout dans des moments où l'Internet n'était pas accessible. Ouais, bah... Ou même, je crois, pour le test médical, il fallait se rendre en Tunisie pour le faire parce que le consulat canadien... Toi, t'habitais pas loin de la Tunisie, hein, c'est ça? T'étais à la exactement, frontière. je suis à 20 km. Je suis à Dbessa, c'est 20 km de la Tunisie. Du coup, ouais, j'ai des images d'une super belle enfance en attente d'un projet qu'on m'a toujours dit qu'il allait se concrétiser jusqu'à la journée où c'est arrivé. Et tes parents, ils voulaient partir justement par rapport à la décennie noire, j'imagine, à tout ce qui se passait en Algérie, le terrorisme, ou Je c'était... crois pas, non, parce que Ok. c'était la fin. Moi, je suis né en 93, c'était quand même la fin. Je crois pas que c'est le terrorisme Ok. qui les a fait partir, ni la peur de quoi que ce soit. Comme je dis, mon père, c'est un gars qui a toujours été ouvert vers le monde et qui a toujours été très bien informé aussi. Et je pense que, ayant connaissance premièrement de son potentiel et du nôtre, il n'a pas voulu avoir les mêmes bâtons dans les roues ou les mêmes embûches que lui a pu vivre dans sa vie pour pouvoir accomplir ce qu'il voulait accomplir. Je pense qu'il a voulu nous donner une chance plus grande que lui-même. Et à y penser, je pense que ça doit être une façon de se rattraper envers la vie, parce que quand tu dis que tu connais ton potentiel et que tu es très bien éduqué, très bien informé, et malheureusement tu es dans un environnement qui te permet pas d'exceller, en fait. Pas qui t'empêche, mais que... Toi, t'as pas toutes les chances, en tout cas, les mêmes chances que les autres. Je pense qu'il a fait ça pour nous donner un petit peu une autre chance de pouvoir faire ce qu'on voulait dans la vie et pas seulement se baser sur ce qui nous est dicté ou ce qui nous est... C'est nous donner le choix, en fait. Quand tu arrives à Montréal, comment tu vis ce changement? Bon, c'était très frappant, mais d'un point très positif. C'était très positif. Ça m'a frappé, mais de positivité. Je suis content, je suis heureux, il y a du gazon. Il y a des espaces verts. Non, mais je viens quand même d'un village, pour ceux qui connaissent Dbessa, c'est un village qui est sur la frontière tunisienne, qui est pas éloigné du Sahara. Ouais, donc très aride. Très poussiéreux, très... Juste voir des espaces verts, pouvoir sortir, se promener plus loin que la maison, se sentir dans un endroit où... C'était comme la fête, en vrai. Le premier été, je me rappelle, c'était le 24 juillet. Et je crois que j'ai pas dérangé ma mère pour le reste de l'été. C'est dès le matin, je sortais, je partais à la découverte. En aventure. Ouais, je partais à la découverte. Je me rappelle, je suis rentré dans une station d'essence avec une poignée de change. Je crois que ça valait, c'était même pas $1. Et j'attrapais tout dans le magasin.
Et ça se voyait que mon français, il était un peu différent. Et je crois que le mec du magasin m'avait laissé partir avec tout. Parce qu'il voyait que j'étais pas de là et j'avais une poignée de change et je prenais tout. Et là, je suis arrivé avec tout ça à la maison et c'est le Canada, c'est bien ça. Juste avec ça un peu. Mais ouais, c'est des petits souvenirs comme ça que j'ai de la transition, mais c'était vraiment une très belle transition parce que aussi on est arrivé dans un quartier où beaucoup de Maghrébins. Les années 2000. C'est Saint-Léonard, c'est ça? Ouais, Saint-Léonard. Et les années 2000, ça a été une vague. C'était une vague d'immigration. Nombreux, une vague d'immigration maghrébine. C'est-à-dire, il y a eu ce truc-là où on arrive dans le nouveau, mais en même temps, on est entouré de gens qui eux aussi sont nouveaux et eux aussi sont à la découverte. Et aussi, je remercierai jamais assez tous mes Québécois pour ça, c'est que les gens, ils disent qu'ils ont connu le racisme. Moi, je ne pourrais pas décrire le mot, mais j'ai connu le contraire du racisme en arrivant au Québec. Des gens qui ont été... Des gens qui t'ont accueilli, en fait. Ouais, pas nécessairement t'accueillir avec de l'accueil, mais juste être curieux par rapport à qui tu es. Pas être haineux. C'est avoir en fait, ils veulent découvrir qui tu es. Et ils ne te mettent pas à part. Surtout, tu arrives dans un âge qui est jeune, 10-11 ans, tu es au primaire. Donc je pense qu'à cet âge-là, l'appartenance, c'est quelque chose qui est très important. Et je pense que la société là-bas est faite d'une façon où personne ne se sent chez lui plus qu'un autre. Dû à l'histoire du Québec du pays, bien et de sûr. la colonisation. Donc toi, tu n'as jamais vraiment ressenti le racisme? Non. Ok. Non. Là-bas. Okay. Non, et si j'ai dû ressentir des trucs comme ça, c'est des cas isolés de personnes mal intentionnées, donc je l'ai jamais... Ouais, tu t'es jamais dit, le Québec est raciste? Non. Il y a des gens, j'imagine, mais tu t'es jamais dit ça du pays, en tout cas? Non, vraiment pas. Ok. Non. Okay. Et c'est ça, et petit à petit, je découvre, et ça devient très vite ma vie, en vrai. Je suis toujours attaché à l'Algérie jusqu'à aujourd'hui, mais c'est devenu mon pays... très très vite le Canada, parce que j'ai dû à ça en fait que personne ne se considère chez lui et qu'on s'est pas senti si nouveau que ça. Ouais, ok. Comment toi du coup tu te prends un peu la culture américaine, parce qu'évidemment en Algérie tu la connais, tu vois, tu la vois peut-être à la télé, à la radio, tes parents ils t'en parlent, mais là tu y es en fait. T'es pas aux États-Unis, mais t'es en Amérique. Donc comment je suis en train de la confirmer en vrai, parce que on revient à l'Algérie. Quand j'avais 7-8 ans, je me rappellerai toujours de ce moment-là où mon oncle m'avait donné un CD de Tupac, un album de Tupac. Et il m'avait dit, ouais, c'est un rappeur américain, il s'est fait tuer et tout. Je crois que ça faisait pas longtemps qu'il s'était fait tuer. À ce moment-là, déjà, j'écoute ce CD-là et je lâche un peu tout ce que j'écoutais en musique. Et c'est là que je sens que j'aime ça. Parce que là, je lâche vraiment... Ouais, tu te dis, ça, je suis attiré par... C'est quoi ça? Et après, il y a Eminem encore. Et ça, c'est mon premier CD que j'ai acheté au Canada. Je crois que c'est 2004, ça, en plus. Premier CD que j'ai acheté au Canada, premier album au HMV. Et là, tu te prends un peu la culture rap américain. C'est le deuxième strike. Après, quand il y a eu 50 Cent, c'était décidé. C'était ça que... Je pense qu'avec l'album de 50 Cent, Get Rich or Die Trying, et le jeu qu'ils ont fait sur PlayStation... Ah oui, tu te souviens de ça, Ouais, je pense qu'à ce moment-là, c'était... Soit je devenais rappeur, ou soit je faisais quelque chose qui avait quelque chose à voir avec la musique. Bah, tu dis, je kiffe le rap et tout, mais à quel moment tu t'en fais? Parce qu'en fait, t'aurais pu être un mec comme moi, et juste kiffer le rap. J'aurais adoré. J'aurais adoré. Ta vie est bien plus spectaculaire que la mienne, mais tu vois, t'aurais pu finalement être un auditeur de rap. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu t'en fais en fait? Le temps continue. On rentre dans une phase qui est peut-être un peu moins positive, mais quand tu viens d'une famille issue de l'immigration, c'est le Canada, oui, mais c'est pas le paradis sur Terre quand même. Donc, il faut travailler très dur. Les parents, ils travaillent beaucoup. Et moi, je suis l'aîné de ma famille. C'est-à-dire, je commence à profiter des moments où mes parents sont occupés pour aller vivre ma crise d'adolescence. Et je me retrouve dans un centre jeunesse. Pour nous, c'est la prison des juvéniles.
Et je me retrouve là enfermé là. Ça, c'était pour le vol de chaussures ou c'est autre chose? Attends, ça, faut qu'on règle ça tout de suite. Ça, c'est pas vrai. Ah, d'accord. Ouais, tu vois, ça, c'est Wikipédia. Voilà, exact. Et pas que. Parce qu'en fait, il y a plusieurs articles, quand on s'intéresse à toi, qui disent effectivement que ton premier délit, c'est un vol de chaussures. Ouais, c'est un vol de chaussures. Non, et qu'après, il y a eu d'autres choses. Mais... Non, c'est pas vrai. J'ai jamais été accusé de vol de chaussures bon, de je sais ma pas vie. d'où ça vient alors. Mais... C'est quelqu'un, je crois, qui l'a marqué sur Wikipédia pour faire une blague, mais ça, c'est... Avec le temps, vu que moi, je suis pas une personne qui va répondre aux articles ou qui va répondre aux faits divers. Avec le temps, on croit une personne qui fait un article. Ça devient une information. Ouais, ça devient l'information avec laquelle on commence la vie d'Enima. Mais non, aujourd'hui, c'est l'occasion de clairer ça. Faux. J'ai jamais été accusé de vol de souliers, ni vraiment de vol d'ailleurs. D'accord. Je suis pas trop. Ça n'a jamais été. Ça n'a jamais été trop mon truc ou quelque chose à quoi je suis d'accord, mais j'ai peut-être dû l'être dans d'autres dossiers par des conséquences. Un truc qui en amène un autre, mais. Un vol directement, non. Et surtout pas de souliers. Ok. En tout cas, tu te retrouves. Je me retrouve là, un premier acte de délinquance. Je crois le premier acte, c'était une bataille où le mec. J'ai assisté à une bataille où le mec il s'est retrouvé dans le coma, donc ils ont ramassé tout le monde. Je me suis retrouvé quelques mois au centre jeunesse. Et à ce moment-là, on a. Tu sais, les 3 premiers mois, tu dois te tenir bien pour avoir ton privilège radio en cellule. Pour avoir ta radio et. Pour avoir écouté tes CD et tout. Ok. Et je me rappelle, j'ai fait les plus gros efforts de ma vie pour pas que ça dépasse les 3 mois et que je puisse enfin avoir mes CD et réécouter les mêmes que je te parle, les 50 Cent, dont tu m'as parlé. Et pour passer le temps, je suis dans ma cellule et je me dis, mais bon, si je pourrais, tu vois. Il y a un mec, 3 cellules plus loin, lui, il avait un CD d'instrumental. Parfait. Ouais, je crois que je l'ai acheté avec, je me rappelle même plus combien de sacs de chips, de chocolat, de trucs que j'ai donné pour avoir ce CD. Parce que tout le monde se le passait. Ok. Parce qu'il y a d'autres rappeurs. Des gens qui voulaient écrire, rapper. Donc c'est le seul CD d'instrumental dans la wing, donc on se le passait. Et j'ai décidé que j'allais acheter ce CD-là, j'ai tout fait pour l'avoir. Et j'ai commencé à écrire mes premiers sons là, vraiment dans ma petite chambre de centre jeunesse. Okay. Et j'en ai toujours fait depuis ce moment-là en cachette. De la musique. Depuis mes 13, mes 14 ans, il y a eu beaucoup de moments de ma vie où ça donne où je me retrouve à faire de la musique. Quand tu dis en cachette, c'est-à-dire que personne ne le savait. Enfin, deux, trois gars autour de moi, mais jamais je le sortais. Jamais je le sortais jusqu'à ce que j'aille 15-16 ans. Je crois que j'ai sorti un son, quelque chose comme ça. Mais j'ai toujours fait ou été autour. D'une place où il y avait un studio. Je me rappelle même le coiffeur qui faisait mon line-up dans mon quartier. Il avait un studio dans le sous-sol et j'étais petit. J'allais en bas, écouter, juste regarder les sessions. Il y avait Connaisseur Ticazo, il y avait des plus anciens de Montréal qui faisaient de la musique et je faisais que observer. Ok. Donc là, si tu parles de Connaisseur Ticazo, qui est un rappeur trop chaud, j'encourage tout le monde à aller écouter ça. Il est vraiment très fort. Donc toi, tu commences quand même à intégrer un peu la scène locale. Enfin, tu commences à voir des rappeurs déjà là, tu commences à les fréquenter. Je me rends compte que ça existe. Les fréquenter, non, parce que je suis beaucoup plus jeune qu'eux à ce moment-là et je suis juste comme un petit du quartier qui se promène. Et je vois que ça peut se faire. Et je continue à faire toujours de la musique, mais comme je te dis, ma vie a eu beaucoup de rebondissements et j'ai pas eu le luxe de pouvoir me concentrer sur la musique à un âge jeune, où j'ai peut-être pas eu la maturité de comprendre que ça pouvait être une carrière, parce que je cherchais trop ailleurs à qu'est-ce que je vais faire de ma vie, en regardant la musique comme un simple hobby. Et qui rapportait peut-être pas aussi d'argent au début, donc tu voyais jusqu'à aujourd'hui, ça rapporte pas. Mais quand je dis ça rapporte pas d'argent, c'est ce... Je crois que c'est ce rêve que les gens pensent que... La vie de Rick Ross, quoi. Pas que Rick Ross, Booba, PNL. Non, parce que j'ai Rick Ross, parce que pour moi, c'est lui, tu vois, Maybach Music. Non, mais même en France, n'importe qui, même PLK, tu vois ce que je veux dire. Que tu connais. C'est-à-dire, c'est pas ça peut être des bons chiffres par rapport à d'où je viens, ça peut être... mais ça sera jamais... financièrement, ça sera jamais pour moi une satisfaction, parce que je me dis que, en fait, faire de l'argent pour être connu, il faut faire beaucoup d'argent pour l'accepter. Pour moi, je parle pour moi. Tu as accepté le fait d'être connu, avec tout ce qui va avec. De devoir faire attention à soi tout le temps, de pas être considéré déjà comme quelqu'un de normal, de base. Et surtout chez moi, je te donne l'exemple chez moi au Québec, t'es numéro 1. Sur Apple Music, t'es à côté de Drake. Tu t'es plus écouté que Céline Dion au Québec.
l'argent que tu fais comparé à ce que les gens te courent après quand tu fais l'épicerie, est-ce que tu peux plus sortir tout seul de chez toi? Je suis désolé, mais ça vaut pas la peine. Après, si être numéro 1 au Québec serait la même chose que numéro 1 en France, ou top 10, vas-y, on va parler de top 10. Financièrement, je crois que là, je pourrais dire le rap rapporte. D'où ma mission d'être ici, de vouloir intégrer un vrai marché. C'est, je crois, de pouvoir... Le marché québécois, il suffit pas si tu veux vraiment vivre bien. Ouais, c'est un calcul mathématique. Il y a 7-8 millions de francophones, la moitié ont plus de 60 ans. Ouais. Et si tu regardes l'autre moitié, il y en a qui n'écoutent pas de rap, c'est sûr. Bien sûr. On tombe sur du 2-3 millions de personnes qui écoutent du rap francophone. Et oui, c'est énorme de faire 10 millions de vues Bien sûr. Là-dedans. Par exemple, moi, j'essaie de ne pas voir ce côté-là, j'essaie de me voir en bas de l'échelle ici en France. Et comme un deuxième challenge, en vrai. Moi, j'ai l'impression que, en fait, tu prends le rap au sérieux. Je dis pas que tu le prenais pas au sérieux, mais en tout cas, que c'est genre, vas-y, c'est ta vie, qu'en fait, c'est récent. Que ça fait 2-3 ans que tu es en mode, maintenant, je suis rappeur. J'ai l'impression qu'en fait, avant, alors que tu faisais déjà les chiffres dont on parle, etc., c'était presque... J'exagère peut-être par-dessus la jambe. Tu vois, ça l'était, ça l'était vraiment. Et quand tu dis il y a 2-3 ans, ce qui est arrivé il y a 2-3 ans justement, c'est que j'ai eu accès à l'Europe. Chose que j'avais pas avant quand j'étais au Canada, parce qu'on me laissait pas partir pour venir ici. Mais je pense que avant, c'est pas que j'aimais pas ça ou que je veux pas le prendre au sérieux, c'est que je savais quand j'ai déjà plafonné dans mon pays. Oui, t'avais déjà fini le jeu là-bas, entre guillemets. J'arrête pas de sortir des projets, ça finit toujours numéro 1, mais c'est quoi numéro 1 au Canada? Tu vas où avec ça? Surtout si t'as des gens qui dépendent de toi, tu veux prendre soin de beaucoup de gens. Et je pense pas que ça vaut la peine d'être rappeur au Québec. Je pense que si on parle argent, ici, il y a un marché qui peut faire en sorte où même si t'es pas dans le top 10, tu peux quand même un petit peu t'en sortir avec le marché qui est francophone. Bien sûr. Il y a plein d'exemples. Mais au Québec, je crois que ça en vaut pas la chandelle. En vrai. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais j'ai aussi, c'est ce qu'on m'avait expliqué la première fois que j'étais allé à Montréal, je crois en 2019, qu'il y avait aussi un système là-bas qui fait qu'il y avait aussi des artistes parfois qui étaient poussés plus ou moins, en tout cas qui avaient des subventions, versus un rap, comme on l'avait dit à l'époque, un rap plus rue, qui était complètement boycotté. Je sais pas si le terme boycott c'est le bon, mais en tout cas on t'a censuré à plusieurs reprises, versus d'autres artistes qui je crois aussi bénéficient parfois d'un accompagnement, tu vois. Sponsorisé par le lait. Ouais, ça je sais pas, mais, mais en tout cas, non, mais il y a aussi ça qui se passe là-bas qui fait que du coup c'est plus compliqué pour les artistes qui font un certain type de rap de percer là-bas en fait. Oui, ça l'est, mais je pense que ça reste une question de choix. Est-ce que toi, en tant qu'artiste, tu aimes ta musique au point de vouloir aller au-delà. Et au point de dire, malgré ce système-là, ben, j'en ferai pas un handicap. J'en ferai pas un handicap. Le système, il est là, il existe. C'est pas moi qui l'a fait. Donc, mettre ça sur la faute du système, je pense que ça serait comme abandonner. Je peux pas me mettre sur la faute du système parce qu'il y aura toujours quelque chose qui sera contre toi, peu importe ce que tu fais dans la vie. Et je pense qu'aussi, c'est ce qui te rendra fier si tu réussis. Donc, oui, le système, il est là, il existe. Les gens sont subventionnés par le gouvernement. Et je ne suis pas là pour mal parler du gouvernement. C'est un gouvernement, c'est normal qu'il mette son argent dans un truc qu'il veut contrôler. Je trouve que c'est à l'encontre de l'esprit de la musique. Mais après, les gens, ils ne sont pas là avec des menaces en train d'obliger les gens à signer chez eux. Tu signes chez eux parce qu'il y a un label qui est globalement... Il y a des labels qui sont indépendants, mais qui sont subventionnés par le gouvernement. Okay. C'est-à-dire, c'est pour ça que tu peux voir un rappeur qui fait 100 000 vues en un an, qui a 20 000 auditeurs sur Spotify, mais qui a continué à faire des clips à 50 000. Okay. Parce qu'en fait, ils ne sont pas dans une démarche de rentabilité. C'est-à-dire, c'est le ministère de la Culture qui investit de l'argent sur nos artistes locaux, peu importe ce qu'ils font comme chiffre. Peu importe où leur carrière se rend, on les soutiendra financièrement jusqu'à ce qu'ils s'achètent leur petite maison en banlieue et qu'ils crèvent comme tout le monde. Est-ce que c'est la faute du système? Moi, je ne suis pas dans cette optique-là. Je suis pas dans le... C'est un choix, c'est ce que tu dis. Ouais, moi, je crois beaucoup que quand tu revendiques un truc, il faut vraiment que ton droit soit touché. Moi, je pense que le revendiquer par rapport à un système,
avec lequel je suis pas d'accord, ça se fait pas. Moi, je pense qu'il faut juste, en tant qu'artiste, si t'aimes ta musique, tu vas trouver un autre moyen que le système et tu vas pas. Ça sera. D'ailleurs, la preuve est que je reste quand même numéro 1 avec ou sans les subventions. Ouais, mais du coup, tu touches, et ça peut être injuste, moins d'argent. Alors, via la musique, je parle pas du reste, tu vois, parce que je vois les autres feats. Mais en tout cas, du coup, il y a quand même une forme d'injustice. Et sans tirer, parce que je sais même pas de quel rappeur on parle, mais tu vois, si t'es numéro 1, mais que tu touches moins d'argent que via la musique parce que t'as pas les aides que ont, il y a quand même une forme d'injustice. Ouais. Tu peux dire, bah vas-y, c'est comme ça et ne pas pleurer sur le système, c'est vrai, mais il y a quand même un truc qui tourne pas vraiment rond. Ouais. Bah oui, il y a beaucoup d'injustices, mais je te parle pas que de celle-là. Je pourrais t'en nommer des centaines. Je crois que je suis le seul artiste au monde à s'être fait décertifier. C'est vrai que tu t'es fait décertifier. On t'a retiré, t'avais des disques d'or là-bas, on te les a retirés. On me les a pas retirés physiquement. Oui, mais tu vois, on m'a dit, on te donnera plus aucune certification. Là, je devrais en avoir quoi, une dizaine des singles d'or. Ouais. On me les a pas donnés. On m'a retiré du... Ça faisait 58 que je crois que ça faisait trop mal aux subventions que je tombe en haut de Charlotte Cardin, de ces superstars québécoises. Ouais. Et là, on m'a retiré de la liste des artistes canadiens. T'es plus canadien? Non. Téchiné, c'est un label français. Maintenant, il faut que tu fasses la compétition avec les Français. Mais tu vois, moi, ça me fait plaisir. Ouais. Je le prends pas. Oui, c'est le chemin que tu as envie de mener, en fait. C'est pas le numéro 1 que j'ai envie de continuer à revoir au Québec. Je l'ai fait, je l'ai vécu, c'est bien, pas plus que ça. Je pense que le numéro 1 ou le top 10 ou le top 20, j'aimerais plus le voir dans la course que je suis en train de faire. Je veux pas. Au contraire, je le prends plus comme un compliment. Pour les personnes qui savent pas, quand même, ça, ces décisions-là qui sont prises par l'industrie québécoise, c'est aussi à cause des problèmes que tu as eu avec la justice. Depuis que tu es un artiste reconnu, en tout cas, il y a eu effectivement des accusations, notamment graves, pour lesquelles tu as été acquitté, très grave. Il y a eu ces histoires de cavale, etc. En tout cas, il y a eu des moments où la justice te recherchait et toi, t'es... En Algérie. Exact, t'étais en Algérie. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a une... C'est ce qui justifie, à leurs yeux, cette relation compliquée en fait que t'as avec eux, c'est qu'ils te voient comme un criminel ou un délinquant en tout cas, et pas uniquement comme un artiste. Je pense que c'est ce qu'il montre. Je pense que c'est ce qu'il montre qui est le problème, mais je pense que la réalité est beaucoup plus complexe que ça. Je pense que c'est politique, c'est une société, et comme je te dis, je pourrais pas être là et essayer de chercher le pourquoi. Je pense que ça serait juste me mettre dans une énergie négative et en fait d'essayer d'aller à l'encontre de quelque chose que je peux pas changer. Alors qu'il y a tellement de belles choses à faire dans la musique, et surtout si le vrai marché était chez nous, je serais un peu déçu. Mais c'est pas ça que je vise, c'est pas ça que je cherche. Donc je pense que j'ai aucune haine ou animosité par rapport à ça. Je pense que c'est ce qui m'a construit surtout. Et je pense que c'est ce qui a un peu... comment on appelle ça? C'est ce qui a un peu fasciné les gens à essayer de découvrir ma musique et qui j'étais. Bien sûr. C'est pourquoi on met autant d'énergie, l'emphase et l'énergie à essayer de bloquer cette personne. Et surtout les jeunes, ils sont curieux. Ça veut dire, tu leur montres quelque chose qui a rapport avec le rap. Tu mets le mec à la télévision pour des faits divers tous les jours de la semaine. Jusqu'à aujourd'hui, 2025, jusqu'à la semaine passée, on en parle. C'est normal pour un jeune qui écoute du rap de lui vendre une histoire à la crime alors que c'est même pas moi qui l'a fait. Je me suis pas assis avec Mouloud en cavale pour dire je suis en cavale. Je pense que ça s'est fait tout seul. Et les jeunes, quand ils voient ça, je pense que ça les fascine, ça leur donne envie de découvrir. Donc merci à eux. Je veux pas, parce qu'aujourd'hui, si ça aurait été le contraire et que j'aurais bénéficié de toute leur force et subventions dont je n'ai pas besoin, je serais peut-être dans un autre registre aujourd'hui et je ferais partie du registre de tous ces rappeurs vendeurs de lait. Mais... Shout out Québon, à Québon. Tu sais quoi, Québon, c'est une marque de lait qu'on a quand on va à l'école primaire au Canada, chaque matin, ils viennent nous distribuer chacun un petit berlingot de lait avec un peu de biscuit. Je crois que les mecs, ils avaient de la nostalgie par rapport à leur enfance, donc ils ont signé chez une marque de lait. Mais non, mais c'est des blagues, mais comme je te dis, chacun fait son choix. La musique, c'est donné à tout le monde. Les plateformes de streaming sont ouvertes à tout le monde, de distribution sont ouvertes à tout le monde. Je pense que si tu crois en ta musique, tu fais de la bonne musique. Il y a toujours eu des bâtons dans les roues dans le rap. Le rap a toujours eu des bâtons dans les roues, peu importe où il est.
Et quant à des PNL, des Booba, des... Jul. Ils ont eu les mêmes problèmes que nous. C'est des humains, ils ont 24 heures. Ils font de la bonne musique. Tu as dit effectivement, toi, t'as pas signé là-bas, mais tu as signé en France chez Capitol, Yes. donc qui est un des plus gros labels de ce pays. Comment ça s'est passé justement? Parce qu'effectivement, d'après ce que tu racontes, pour moi, c'était aussi un peu presque, pas une finalité, mais en tout cas le début plutôt de quelque chose, mais un objectif que tu avais en tête. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Tu l'as dit, vraiment, c'est la finalité et le début de quelque chose. Moi, je pense que cette signature-là, pour pas décevoir ma famille, les gens autour de moi et le label qui ont cru en moi, en fait, c'est pas beaucoup de gens qui ont cru en moi dans la musique, tu vois, c'est quelque chose... En plus de m'avoir signé, moi, je pense que ce qui m'a vraiment fait plaisir, c'est qu'ils aient cru en moi et qu'ils ont voulu se mouiller pour moi dans une période où les gens, ils avaient un petit peu beaucoup de choses négatives à dire. Et c'est drôle de vivre ça parce que chez toi, t'es numéro 1, mais t'arrives quelque part d'autre où t'es en bas de l'échelle. Tu vois ce que je veux dire? Et... Ouais, ça doit être particulier, c'était dur. Non, au contraire. Okay. Toi, tu vois ça comme un challenge. Ouais. Ben après, c'est mon caractère. Moi, je veux toujours prendre n'importe quelle situation et essayer de la tourner à mon avantage. Donc, moi, je me dis que de recommencer ici, je le vois comme une situation brouillon propre. J'ai fait beaucoup de conneries aussi avec... pas avec ma carrière, mais j'ai fait des choses qui ont indirectement affecté ma carrière à 100%, parce que je peux ici m'asseoir devant dire j'ai pas été coupable des accusations, mais est-ce que je suis quelqu'un qui défie le système? Oui. Est-ce que je suis quelqu'un qui va peut-être pas respecter des conditions que j'étais? Quelqu'un qui respectait peut-être pas des conditions que la justice lui a mis? Oui, j'étais comme ça. Il faut aussi s'autocritiquer et se dire qu'est-ce que j'ai pu faire à moi-même, qui m'a peut-être aussi mis des bâtons dans les roues. Il n'y a pas que les gens. Bien sûr. Et je pense que c'est ça, la signature, c'est vraiment de recommencer le propre, pas faire les mêmes erreurs que le brouillon. Et je pense surtout d'être... Avant, je faisais du rap. Et cette signature-là a fait que je suis devenu rappeur. Et elle est là la grande différence, c'est qu'aujourd'hui c'est ça mon travail, c'est ça mon 100%, je fais que ça. C'est ma vie en vrai. Les gens ne le réalisent pas parce que peut-être je sors pas autant de musique que d'autres artistes et tout, mais depuis 2020 que je suis 24 heures sur 24 au studio, je vis au studio, je m'enregistre tout seul, mon studio il est chez moi, donc j'en ai fait ma profession. Je pense que c'est ça que la signature elle veut dire, c'est vraiment le moment où j'ai laissé tomber... C'est quoi, comment vous dites ça en France? Le moment où j'ai enlevé les gants. Quand tu commences vraiment à sortir de la musique, moi j'ai l'impression qu'un peu, un des premiers morceaux, c'était un peu le remix de Power, et puis après il y a eu des choses donc, de Young Thug. Il y avait un truc vraiment, pour moi, quand je te découvre à l'époque, il y avait un truc très américain, vraiment, et vraiment la trappe de l'époque. Et j'ai aussi cru comprendre que toi, tu avais vécu à Toronto à un moment. Est-ce que tu penses que, tu vois, c'est une ville très importante aussi dans les années 2010, Toronto, le son que ça a ramené. Est-ce que, je sais pas, c'est là-bas aussi, tu penses que tu as capté des trucs musicalement qui ont fait que tu étais en avance, ou en tout cas à l'heure avec les Américains, notamment par rapport à des rappeurs francophones qui n'avaient pas encore ce truc-là? Toronto a joué un grand rôle parce que à Montréal, tu restes quand même connecté France, francophone. Et les sonorités qui vont arriver à ton oreille vont être portées à être plus francophones. Par exemple, quand tu es à Toronto et tu vis là-bas, il n'y a pas que les rappeurs de Toronto. Tout est axé vers l'Amérique, tout est axé vers l'anglophone. Malgré le fait que je le fais en français, il n'y a rien de francophone dans mes flows, ou dans ma manière de choisir les prods, ou dans ma manière d'approcher la musique. Et ça n'a pas seulement aidé. Moi, je pense que c'est un bon 50% de ma musique qui vient du fait que j'ai vécu là-bas. T'as vécu combien de temps là-bas? Les 10 dernières années. De 2010 à 2019, 2010-2011. Oui, donc t'étais vraiment dans la ville, quoi. Ok. Une fois, Roger me disait, on parlait avec lui, et sur Aïe Fines Herbes d'ailleurs, et il me disait, pour lui, c'est lui qui parle, mais en plus c'était en off, j'espère ne pas le trahir, mais il me disait, je pense qu'il y a deux artistes à Montréal qui peuvent peut-être y prétendre, c'est moi ou Enima. Tu vois. Et je pense qu'effectivement, demain, un Drake... Là, on était en 2023, ou 2022, c'était avant tout ce qui s'est passé avec Kendrick, etc. Mais il disait, je pense que une exposition comme ça peut aussi faire du bien à un autre Canada que le monde connaît un peu moins, en tout cas, quand on parle de rap. Est-ce que tu penses que c'est possible? Roger, il a raison dans le sens où il dit, si ça devait arriver à quelqu'un au Québec, ça serait moi ou lui, parce que là où il ne se trompe pas, c'est qu'en vrai, on est les deux seuls qui ont peut-être réussi à se nourrir du rap un petit peu
un peu plus longtemps que 6 mois et tu comprends ce que je veux dire, de maintenir un petit truc et de le build. Plusieurs projets. Et de le construire petit à petit, même des fois ça pète pas d'un coup, mais Bien sûr. Mais est-ce que ça peut arriver? Est-ce que c'est possible? Non. Toi, tu crois pas? Non, j'y crois pas et ça n'arrivera pas, je peux te le confirmer. Comme tu as dit, connaissant un petit peu le milieu, l'entourage, les gens, pas qu'ils sont trop loin ou qu'ils nous aiment pas ou truc, je pense juste que le rap canadien en tant que tel, Drake, il donne même pas beaucoup de chance à des rappeurs de Toronto, anglophones. C'est vrai. Et pas avec raison, je dirais pas avec raison, mais être à sa place, je sais pas si j'aurais fait la même chose ou pas, c'est un homme d'affaires avant tout. Donc lui, est-ce que c'est plus intéressant pour lui d'aller mettre son argent et son énergie sur un marché aux États-Unis où les gens comprennent que pour être rappeur, il ne faut pas être le personnage du rappeur dans la vraie vie, ou est-ce qu'il va continuer, pour l'amour de sa ville, à amener des rappeurs, mettre de l'argent pour qu'ils finissent en prison ou en bracelet électronique, où ils ne peuvent pas voyager, les mêmes situations un petit peu. Et Toronto, c'est un peu la même dynamique pour les rappeurs locaux. Ils bloquent les performances, ils bloquent les shows, parce qu'il y a des morts dans les histoires, il y a des guerres. Et ça fait que pour la sécurité publique, ils ont toujours cette belle excuse de la sécurité publique. Il y a des mineurs qui peuvent être dans la salle, mais du coup, s'il y a risque de fusillade, on annule tout. Okay. Il a aidé des rappeurs de Toronto, il les amène en tournée et tout, mais il fait ce qu'il peut sans toucher son image ou sa business, et je peux le comprendre aussi. Je peux vraiment le comprendre, parce que comme je t'ai dit, le rap est nouveau. 95% des rappeurs sont soit indirectement mêlés à la rue, ou soit ils ont des histoires. Est-ce que si tu étais Drake, tu miserais là-dessus? Je crois pas. Quand tu dis le rap est nouveau, parce que en fait, moi qui connais mal cette scène, avant les années 2010, il y avait peu de choses, il y avait peu de rappeurs en fait qui... Il y avait, mais c'est que l'accès au rap est devenu plus facile. Ouais, c'est que aujourd'hui, tu as envie de devenir un rappeur, tu vas t'acheter un micro, une carte de son. Oui, tu rappes. Tu rappes et tu mets ça sur Internet, et si moindrement les gens ils aiment ça, tu vas pouvoir faire une petite carrière. Avant, c'était un peu plus compliqué. C'est-à-dire, même aux États-Unis, il y avait les Eminem, les 50 Cent, il n'y avait pas 450 Non, il y avait moins, même en France, il y avait beaucoup moins d'artistes, c'est clair. Donc, par conséquent, au Québec, il y avait les 3-4 artistes qui n'ont jamais réussi à en faire leur vie. Ils ont rappé pendant un bout, après chacun, t'as Camaro, il a trouvé sa voix, l'autre, il a trouvé sa voix. Ils ont tous abandonné au milieu du chemin, mais pas parce qu'ils le voulaient, mais parce que c'est trop dur. L'époque était différente avec l'Internet, il n'y avait pas l'Internet. Donc ça veut dire qu'en fait, avant vous, il n'y avait pas de rappeurs dont c'était le métier en fait. Que c'était le métier, non, et que surtout, il n'y avait pas de rappeurs qui... gangsta rap. Super gangsta rap, dans le sens où le mec, dans le quartier, le rappeur, il avait cet entourage-là, mais ces mecs-là, ils n'allaient jamais aller prendre un micro parce que c'était pas aussi accessible de devenir un rappeur. Bien sûr. Aujourd'hui, t'as un rappeur et t'as 10 mecs autour de lui, il y en a 7 qui rappent. Parce qu'ils peuvent se le permettre, ils peuvent avoir l'accès. Donc, quand je dis qu'il n'y avait pas de rap avant, c'est qu'il n'y avait pas un truc où tu pouvais vraiment le faire à chaque jour sans devoir aller appliquer dans des radios, dans des labels, déposer ta démo. Tous ces trucs-là que les mecs de la rue vont pas faire. Il y a un gars qui est vraiment dans la rue, qui fait vraiment de l'argent dans la rue, il n'allait pas aller taper à la porte de la radio et veuillez écouter ma démo, s'il vous plaît. Par exemple, aujourd'hui, tu es dans la rue, tu fais tes trucs, ça te coûte rien de mettre un titre et de le mettre sur Internet et de voir si les gens ils aiment. C'est vrai. T'as pas besoin de te déplacer, aller voir les gens. Je pense que c'est ça qui a permis à beaucoup de gens dans la rue de pouvoir faire du rap. Et ça a créé comme une nouvelle, comme un nouveau départ de la musique au Québec. Et ça fait que, malheureusement, la plupart des rappeurs sont peut-être un petit peu impliqués. Mais je pense que les prochaines générations qui arrivent, ça va être vraiment bien pour le francophone canadien, parce que je pense que les leçons vont être tirées. De ne pas pouvoir faire des shows, de se faire tout le temps tout annuler, carrément de perdre une carrière, parce qu'on parle de 2016 à aujourd'hui, on est sur 9 ans, c'est beaucoup de temps de perdu. C'est du temps qui aurait pu générer des millions de dollars. Je pense que les plus petits vont prendre leur leçon de ça et vont peut-être doser un petit peu. Est-ce que tu as l'impression d'avoir été un pionnier pour une génération? Je le suis. Chez moi. Je le suis. Sans prétention, sans en être fier. Hein, parce qu'être un pionnier, c'est quoi? T'es juste lui sur qui on a bûché pour que les autres puissent passer après. Ou t'es juste lui qui a cassé toute la dalle de béton
pour que tout le monde se faufile après. Tu peux en être fier quand même. Mais c'est ça, c'est sans prétention, mais les gars, quand je pète la porte, laissez-moi rentrer manger en premier, après venez. Mais ouais, non, c'est que pionnier, oui et non, mais sans le voir comme un titre oui, t'es pas là à le dire toute la journée, mais en tout cas, t'es le maçon du rap quand t'es pionnier, parce que souvent tu vas ouvrir des portes qui étaient scellées, fermées pour toi, et toi tu vas les ouvrir, mais t'as une vie, on n'est pas jeune toute notre vie. Le temps que toi tu termines de faire ce que t'as fait, ta carrière est terminée. Ou tu penses déjà à comment tu vas sortir de ça. Tu penses à ça, toi? Chaque jour. Ah ouais? Chaque jour. La journée que j'ai eu Power Remix qui a fait 100 000 vues, c'est la première fois que j'ai pensé à quand j'allais sortir du rap. Donc dès le début, en fait. Ok. Ouais. Parce que j'aime vraiment ta vie que tu mènes. Mais toi, plus maintenant en France, parce que t'es quand même médecin, tu passes dans la rue. Je crois que tu dois avoir les mêmes problèmes qu'un rappeur, mais tu vois, lui, j'aime trop la vie qu'il mène. On y est toujours derrière. Ouais. Il peut être dans la musique, il peut avoir le kiff de vraiment aimer tout dans la musique sans... Dis la vérité, t'aimes bien briller un peu quand même. Sans la musique. Sans la musique, parce que je brillais déjà avant, mais c'est ça que... je sais. Il est là le problème avec le rap, c'est que si tu brillais déjà avant et que t'as pas ce sentiment, t'as pas ce besoin-là... T'as pas eu besoin du rap pour bien t'habiller et mettre des choses chères. Pour sortir, pour bien t'amuser, et surtout pour avoir de l'attention. Si t'as déjà de l'attention, avoir beaucoup d'attention, mais je crois pas que l'attention du rap va te faire plaisir, parce que ça devient comme un fardeau, parce que là c'est trop. Mais quelqu'un qui a jamais eu d'attention, j'imagine qu'il peut adorer l'attention du rap et adorer se faire demander des autographes et des photos et tout. Mais je pense que quand t'en as jamais eu besoin de cette attention et que dans ta vie, même s'il n'y aurait pas la musique, si on parle notamment surtout de femmes, parce que tout revient toujours aux femmes dans ce monde. Si t'as jamais eu besoin du rap pour avoir des femmes autour de toi, pour vivre dans certaines soirées, comme vous appelez ça, soirées de bourgeois. Mais tu vois, j'ai mes amis bourgeois avant la musique et ils sont encore mes amis aujourd'hui. Et ça, c'est un truc de société aussi, c'est que malheureusement en France, ce qui est dommage, c'est que tu verras jamais des mecs de cité en pleine soirée bourgeoise à Paris avec les gens de la haute société, avec des avocats, des juges. Ben nous, ça arrive. Tu sais, on parlait juste avant, tu as utilisé le terme gangsta rap, et on peut dire que tu fais du gangsta rap, c'est un genre dans le rap. Et toi, tu as une vie, t'as vécu des choses, et tu sais, dans le rap, il y a aussi plein de gens parfois qui parlent de choses et qui n'ont pas forcément vécu ça. Comment toi, qui as vécu, tu sais, ça de l'intérieur, avec les moments durs, même que tu as perdu des proches, tu as fait des allers-retours, tu vois. J'en perds jusqu'à aujourd'hui. Comment tu vois parfois les gens qui peuvent le prendre juste comme une esthétique, un genre? Je les envie vraiment, parce que je pense qu'ils ont trouvé le cheat code. Ils avaient une maturité, surtout au moment qu'ils ont commencé à faire de la musique, de ne pas avoir ce truc-là. Je pourrais même pas dire de la maturité, peut-être leur environnement et leur vécu a fait en sorte qu'il n'y a pas cet ego de « non, je vais pas rapper des choses qui sont pas moi-même, non, je vais pas mentir ». Je les envie, moi, ces gens-là, parce que si j'aurais pu être à leur place, je serais heureux. Ouais. Je serais heureux. Tu dis pas qu'il faut que justement c'est mal de mentir ou de mettre des choses dans la tête des gens qui sont fausses. Je pense que au contraire, je pense que le jeune qui t'écoute, qui a 19 ans, ou 18 ans, ou 14 ans même, je pense que c'est plus intéressant pour lui de savoir que c'est que de la musique. Premièrement, peu importe comment tu l'influences dans ses émotions, tu ne l'influenceras pas dans ses actes. Et deuxièmement, je pense que si lui, surtout, veut faire de la musique, il y a beaucoup de jeunes, je crois, qui se sont obligés à aller... Tu sais, moi, j'entends, il y a des rappeurs, il fait un son, il commence à se faire connaître, et c'est là qu'il va faire des conneries, il se retrouve en prison. C'est vrai. Alors que ça devrait être le contraire. Une fois que tu as un son, tu as un truc qui va bien dans ta vie, tu devrais t'accrocher là-dessus pour justement plus... Mais je pense que le jeune qui écoute, de savoir que c'est que de l'esthétique, comme quand tu écoutes un film. Moi, j'aimerais ça que la musique devienne comme ça, où on peut se permettre d'écouter de la musique sans qu'il y ait un jeune qui aille suivre et qui fasse des conneries qu'il a entendues dans un son et qu'après on vienne nous mettre sur notre dos les rappeurs. J'aurais aimé que ça soit comme ça. Moi, je les envie, ces gens-là. Parce qu'eux, ils font l'art dans sa vraie forme, qui est de l'art. C'est de l'art. Je pense que ça devient un peu perverti, justement, quand ton art c'est trop vrai et que t'assumes des choses pleinement sur un micro, mais quand on te rend compte en personne, en tant qu'individu, je pense que t'es peut-être pas aussi d'accord avec ce que tu dis et ce que tu fais,
mais tu le vends quand même. Ça a pu t'arriver, ça, toi? Ouais, je suis dans un dilemme. J'ai beaucoup été dans ce dilemme-là de est-ce que c'est bon ou est-ce que je devrais moi aussi me mettre à inventer? Mais le problème, c'est que moi, ma vie, a tellement de problèmes que j'invente de plus. Je veux que j'invente maintenant des trucs qui sont irréalistes, que vraiment, que ça ne marchera même pas. Ouais. Mais j'aurais adoré vraiment venir d'un environnement où... Et pouvoir mentir, en fait. Alors, avoir ce luxe-là, en tout cas. Juste on m'aurait montré, on m'aurait expliqué, genre... la musique, c'est un art. Essaye pas de ramener ta vraie vie là-dedans, sinon ça va pas marcher. Ouais. Ou si tu veux que ça marche bien, ne ramène pas ta vraie vie là-dedans, ou sinon mens. J'aurais dû mentir dès le début. Parce que premièrement, j'aurais jamais eu les problèmes que tu me parles de justice, tout ça, ils ont tous commencé après la musique, ils ont tous commencé après Power. J'ai pas été coupable de rien depuis 2012, quelque chose comme ça. Ça veut dire, ces problèmes-là sont venus. Avec la musique. Avec la musique. Et je peux comprendre aussi un policier qui fait ses enquêtes, qui fait son travail et qui te connaît avant la musique, qui sait un petit peu ta vie et que là, tu arrives du jour au lendemain, tu es en train de le raconter. Je pense que c'est juste... Ça a donné que ma vie a été comme ça, mais j'aimerais trop, en tout cas, surtout pour le Québec, pour l'avenir de la musique au Québec, j'aimerais ça que les jeunes puissent adopter ce truc-là de pouvoir mentir, faire de la musique comme de l'art, et pas devoir aller faire un crime et aller dénoncer dans une chanson après. Ouais. Du coup, quand tu dis ça, que tu dis t'aurais bien aimé, est-ce que ça veut dire que toi, t'as des regrets? Ou au contraire, tu dis que tout ce qui s'est passé, en fait, les regrets, non. Fait que t'es là, en fait. Ouais, des regrets, non. Je regrette jamais rien parce que j'aurais pas pu, comme je te dis, être cette personne-là. Parce que d'où je viens, parce que mon entourage, parce que... Mais pour l'amour de la musique, j'aimerais trop que ça soit comme ça. Okay. Surtout pour mes plus petits frères. Maintenant, moi, quand je vois les jeunes de 18, 19 ans faire des 200-300 000 vues et continuer à faire du rap au Québec, ça me fait vraiment plaisir. Puis j'aimerais ça qu'ils n'en font pas un film réel pour pas que ça gâche leur vie et pour qu'ils aient plus de chances que moi de faire quelque chose de bien. On disait, tu vois, si on revient sur la musique, maintenant, moi, je trouve que même si, t'es pas le leader encore ici que tu es chez toi, mais t'es quand même de plus en plus installé, reconnu. Il y a eu des feats, des morceaux, des médias qui t'invitent de plus en plus aussi. Ouais. Je pense à DVM notamment, chez qui t'étais. Des feats importants, je pense à quelqu'un comme Rimka, tu vois, c'est des marqueurs. Ça, c'était un rêve, c'est même pas un feat, c'est vraiment un rêve. Ok, pourquoi? T'es dans ta cellule, t'as 14 ans, tu vois Rimka comme une méga star, comme Kerry James, c'est quelque chose d'intouchable pour un jeune à cette époque-là. Intouchable, c'est un groupe de Mafak Free en plus. Tu viens de faire un jeu de mots sans même te rendre compte. Je commence à être un lyricisme aussi. Ouais, tu vois. Bars, c'est une bars. Je commence à faire des bars, il faut écrire en France. Non, mais vraiment, c'était vraiment un rêve. Parce que, premièrement, Rimka est algérien. Tonton du Bled, je crois que c'est le hit des Arabes, Rabzouz, c'est le hit. Je crois que c'était notre entrée vers la culture rap, les Arabes et les Maghrébins. Je pense que c'est grâce à ce que Mafia Free ont un peu amené. Et moi, quand j'étais en studio avec Rimka, j'ai même pas pu poser, j'ai dû poser plus tard. On a dû changer de son. On a fait... Ouais, j'ai pas pu. Je vais pas être à mon meilleur. Je suis avec Rimka. Pour moi, juste être à côté de lui, fumer avec lui et juste écouter de la musique avec lui dans un studio, je pense que c'est comme pour un jeune aux États-Unis qui rencontre Snoop Dogg. C'est la comparaison parfaite, je pense. Tu vois, c'est un peu notre Snoop à nous, tu vois. Voilà, et ça, c'était vraiment un rêve. Okay. Ça, c'était vraiment un rêve qui s'est réalisé. De voir que des gens comme Lacrim en entrevue disent ouais, je kiffe, je veux travailler avec lui. D'avoir travaillé avec des gars comme PLK, comme RK, comme tout le monde, même H22, moi, que je regardais Freeze, lui, je voyais leurs mouvements. C'était incroyable. Et j'arrive ici, ça connecte direct. Et ça me fait vraiment plaisir. En tout cas, comme je te dis, c'est le propre qui commence bien. Ouais. C'est le propre qui commence bien. Je me auto-contredis aussi parce que je disais toujours dans mes maison, j'ai pas d'amis rappeurs, je suis pas dans l'industrie, tout ça. Et tu commences à en avoir. Et je commence. Ouais. Et je commence à vraiment vivre une vie qui est autour du rap et d'avoir des amis qui sont dans le rap, des amis ingénieurs de son, des amis Montréal qui a fait beaucoup de clips à moi, il habite à Barcelone, on est devenus des amis. Mais c'est ça qui est bien aussi, c'est là où tu rencontres une évolution, c'est de devoir te contredire plusieurs années plus tard.
C'est peut-être une Et de bonne chose des fois de se l'assumer, contredire. et de Ça l'assumer veut dire que aussi. t'évolues aussi, tu vois. Bien Et peut-être sûr. heureusement même que Bien t'as sûr. pas la même vie Bien qu'il y a sûr, 10 piges. parce que sinon, t'aurais la même musique et t'aurais Ouais. tout serait pareil. Ouais, T'aurais les mêmes poches aussi. Tu vois. t'as pas les mêmes poches qu'il y a 10 piges. Non, et j'espère que dans 10 piges, je n'aurai pas les mêmes encore. Quand on mène pas la vie que tu décris, il y a un truc sur lequel les gens peuvent fantasmer, tu vois, comme quand on Ouais. écoutait 50 ou Tupac ou tu vois les gens que tu as cités tout à l'heure. Et tu vois, on sent qu'il y a aussi un amour. Enfin, toi, tu as toujours parlé d'argent, de vouloir en faire, de vouloir mener une vie luxueuse, de voyager. Je pense que c'est la vie que tu as menée aussi, en tout cas. Est-ce que toi, t'imagines avoir une autre vie que ça, où tu as besoin de ce style de vie-là? Au contraire, moi, ma finalité de la vie que je vois, c'est le riche bio. Moi, j'aime beaucoup les animaux. Je suis un mordu d'animaux. J'ai un couple de bergers allemands chez moi qui viennent d'avoir des bébés d'ailleurs. Okay. Avoir ma propre ferme, je crois, mes propres animaux, mes propres plantes. Moi, je suis beaucoup dans m'isoler. J'ai tellement été enfermé dans ma vie où maintenant, ça devient pas normal de pas l'être. Quand je sors de chez moi, il y a toujours ce stress, il y a toujours cette adrénaline de qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que je vais pouvoir rentrer chez moi aujourd'hui ou pas? Ouais, j'avoue, ça reste un vrai stress. Ça reste, ça part pas. Ça, je te promets que... Même quand tout va bien, en fait, tu sais pas ce qui peut se passer. Ça reste. Ouais. Et je suis devenu plus... Ça m'aide aussi dans le travail, parce que moi, je peux faire 10 jours, 15 jours à la maison sans m'emmerder. Vraiment, j'ai tellement eu de tu fais quoi? Parce que tu regardes pas de films. Je fais de la musique. J'écoute de la musique. Et je suis un mordu des documentaires. Je rattrape toutes les années d'école que j'ai pas fait avec la lecture et les documentaires. Parce que j'ai pas aussi que des amis dans la musique. Des fois, je m'assois avec des gens. J'ai mon frère, il est docteur. Il y a ses amis, son entourage. J'ai beaucoup de liens avec mes avocats. Moi, mes avocats, avec le temps, sont devenus... Bah oui. J'ai des gens aussi dans ma vie où que je dois être quand même un minimum éduqué pour continuer à aller souper avec eux, pour continuer à les avoir dans ma vie. Et je pense que toutes les années d'école que j'ai ratées, je les récupère beaucoup avec YouTube. Moi. Ok. C'est quoi la suite, là, sur les prochaines semaines, prochains mois? J'imagine qu'il y a des choses que toi, tu as en tête, prévues. Est-ce que tu peux en parler? C'est quoi les prochaines étapes? Prochaines étapes, déjà, c'est mon prochain projet qui va sortir direct juste avant l'été. Ok. J'ai pas encore la date, mais c'est très rapidement, dans les prochaines semaines. Et les prochains temps, vraiment, tu vas assister à un Enima musicien. Depuis la fin du Covid, j'ai travaillé beaucoup là-dessus. Et je suis à 99,9% rappeur en ce moment. Ok. Il reste 0,001% qui, malgré moi, c'est ma vie, c'est mon entourage, c'est mes amis, je les aime. Et je pense que c'est ce qui me reste de cette vie-là. Et aujourd'hui, j'en parle comme une fierté. Je pense que c'est ma plus grosse fierté en dehors de l'argent, la musique, tout ce qu'on peut y gagner. C'est de pouvoir vraiment dire à ma mère en toute honnêteté, pas en lui disant t'inquiète. Ouais. En disant la vérité. La vérité, c'est ça que je fais. Il reste le petit 0,1% que je pourrais pas enlever, qui va toujours rester. Ça sera moi. Ça, c'est pas qu'est-ce que je fais, c'est qu'est-ce que je suis. Et ça, je pense que je peux vivre avec. Merci beaucoup, Enima. Merci à toi. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu veux en savoir plus sur la rap musique, n'hésite pas à t'abonner à Apple Music. Tous les vendredis, un nouvel épisode du Code Radio. La playlist régulièrement mise à jour également. Et nous, on se retrouve très très bientôt avec un ou une nouvelle invitée.